Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Daniel et son équipe. Bonjour à tous, voici votre animatrice Danielle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, on reçoit aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de la fraternité des AA, qui vient nous parler de sa vie, de son rétablissement, de ses difficultés pendant sa période active de l'alcoolisme. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guylaine. Guylaine, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde, mon prénom est Guylaine, je suis alcoolique. Je vais vous raconter mon histoire aujourd'hui, beaucoup plus qu'est-ce que les alcooliques anonymes ont fait pour moi, comment ça a changé ma vie. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis la plus jeune, puis aussi loin que je me souviens, j'étais très timide. Je disais tout le temps que je suis une large dans un habit de small. J'étais poignée, puis j'étais gênée, puis j'étais renfermée sur moi-même. Puis chez nous, l'alcool, c'était quelque chose de joyeux. Mon père, il y avait des parties à la maison, des parties de Noël, puis c'était joyeux. Puis moi, j'avais hâte de faire comme les grands, de boire, puis de fumer. Puis alors, ma première consommation, je l'ai pris à 13 ans. Ça a commencé à 13 ans, puis ça a été le party. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai continué. Puis il me semble que là, je me sentais un petit peu plus slack dans ma peau. J'étais plus gênée, j'étais la bout en train. Tout d'un coup, j'avais plusieurs amis. J'étais le centre de l'attention, puis j'aimais ça. Puis j'ai développé un sens de l'humour, puis j'aimais bien ça, puis on avait bien du fun à l'école. Ça a vite pris un tournant plus sérieux. Pour vous donner un exemple, en 8e année, j'étais première de classe. Puis en 8e année, j'avais 13 ans. Puis j'ai terminé mon école avec une note de 85%. Nous autres, chez nous, dans mon village, on allait à l'école de la première à la 8e année. Puis on allait dans le village à côté pour faire la 9e. La 9e année, j'avais 14 ans. Puis j'ai terminé ma 9e année avec une note de 52%. Parce que nous autres, on faisait des parties sur le bord de la plage. Puis on fumait du pot, on buvait de la bière, puis c'était le party. Puis quand j'arrivais au secondaire, j'étais vraiment perdue, puis je savais pas où est-ce que je m'en allais, puis je buvais, puis déjà là, à 15-16 ans, là, j'étais... Et puis à 19 ans, je suis partie de la maison assez jeune, puis à 19 ans, je savais que ma consommation était pas normale, mais j'aimais trop ça, là. Puis c'était pas... j'avais pas de problème d'alcool, comprends-tu? Pour moi, un alcoolique, c'était mon oncle qui habitait en face de chez nous. Sa femme l'avait laissé, ses 6 enfants étaient partis, on allait chez lui, il y avait de la bière partout, il était couché sur le sofa, puis il était pas trop beau à voir. Puis c'était très, très tabou. Ma mère, elle voulait pas parler de ça, puis on parlait pas de ça. Pourtant, tout le monde buvait dans mon petit village. Puis, mais moi, c'était ça la vision que j'avais d'un alcoolique. Fait que pour moi, j'étais pas là, tu sais. Fait que je continuais à boire, mais j'avais des comportements. On va dire des comportements. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon premier chum, là, j'avais 15 ans. Puis c'était un beau grand gars, là, il avait 24 ans. Puis ça a duré 3 ans, moi puis lui. Puis je l'ai quitté. Puis après ça, j'ai rencontré un deuxième chum, puis Pierre. Et Pierre, ça a duré 3 ans. Et puis ça n'a pas marché, je l'ai quitté. Ensuite de ça, j'ai rencontré Yves. Puis Yves, il était vraiment drôle, puis il était fin, puis il vendait du pot.
On avait du fun ensemble, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a duré 3 ans. Puis finalement, à 27 ans, j'ai rencontré Denis. Puis Denis, lui, il buvait pas. Il prenait un petit verre de vin puis il tenait les joues toutes rouges. J'avais de la misère. J'avais de la misère avec lui. Mais au bout de 2 ans et demi, là, Denis a commencé à être nerveux. Puis Denis n'a pas passé le cap de 3 ans. Donc, à 30 ans, j'ai eu 30 ans, on s'est séparés. J'ai compris après, une des caractéristiques de l'alcoolique, c'est de l'impossibilité de rentrer en relation avec un autre être humain. Ben ça, je ne le savais pas à l'époque. Là. Mais à 30 ans, quand j'ai quitté mon chum, je me suis dit, ben là, est-ce que je suis une dépendante affective? Puis j'ai dit, ben je vais rester 3 ans tout seul. Je vais montrer au monde que je suis indépendante puis que je suis bonne. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai parti sur le party. Puis là, ça a été la débandade totale parce que je buvais presque à tous les soirs. J'étais tout le temps sur le party. Puis ça a duré un gros 5 ans comme ça. Là. Puis je vous raconterai pas les détails, mais à un moment donné, là, j'ai vite compris là que ça avait plus de bon sens. Là, fallait que j'arrête, mais j'arrivais pas à arrêter. En 2002, j'ai fait un burn-out. Mon médecin a dit un burn-out qui s'est transformé en dépression. Puis mon médecin a dit je vais te prescrire des antidépresseurs, mais tu vas aller voir un psychologue. J'ai dit OK. Et là, avec le psychologue, il a trouvé que j'étais fatiguée. Il m'a conseillé d'aller dans une maison de thérapie. J'étais vraiment très à terre, là, vraiment. J'étais pas suicidaire, j'ai jamais planifié de me suicider. Mais quand j'allais par chez nous, je pouvais pas aller sur le bout du quai. J'étais attirée vers la mer. Je pouvais pas aller sur mon balcon chez nous. J'étais attirée vers le vide. J'avais peur de ça. J'avais énormément peur de ça. Fait que quand le psychologue a dit va te reposer, il m'avait prêté un livre. Puis le livre était écrit par un monsieur qui s'appelle André Bissonnette. Puis André Bissonnette, c'est un intervenant dans une maison de thérapie. Moi, je lisais ça avec mon verre de vin. Je lisais ça, puis je pleurais, puis moi, je voulais ce que ce monsieur-là avait. Alors, quand le psychologue m'a proposé d'aller me reposer, ben j'ai dit, moi, je vais aller où ce monsieur-là est. Fait qu'il dit, OK, il m'a donné le numéro de téléphone, et j'ai appelé, puis j'ai demandé à parler à André Bissonnette. Puis André Bissonnette, il dit, viens, on t'attend. Avec là, je me suis ramassée à la maison de thérapie. Puis j'arrive le dimanche soir. Puis le monsieur qui m'a accueilli m'a dit « Laisse tes valises là, puis viens t'asseoir avec nous, viens souper. » On s'est assis à la table, puis on était 15, une grosse table ronde, puis on était 15. Le sentiment que j'ai eu ce moment-là, là, ça a été incroyable. J'avais l'impression d'arriver à la maison. Puis le lendemain matin, c'était les ateliers pour expliquer. Puis quand j'arrivais dans l'atelier, puis j'ai vu les 12 étapes, j'ai dit « Oh my God! » Parce qu'il faut dire que mon dernier chum, Denis, on s'est quitté en 93 et en 98, il y a eu la tempête de verglas. Puis moi, j'habitais dans le Vieux-Montréal à l'époque. Puis j'arrivais de voyage, puis j'étais dans le train. Puis j'étais resté pris dans le train à Drummondville là, pendant 24 heures. Puis il m'a téléphoné. Ça faisait peut-être 1 an, 2 ans qu'on avait repris à se parler. Il m'a téléphoné. Puis il m'a dit « As-tu de l'électricité? » J'ai dit non. Il dit « Ben, je vais aller te chercher. » Lui, il s'était acheté une maison à la Valtrie, puis il y avait un poêle à bois. Puis j'ai dit « T'es bien fin. » Fait qu'il est venu me chercher, la tempête de verglas. Écoute, il y avait les rubans jaunes dans le centre-ville de Montréal, parce qu'il fallait aller à la gare chercher ma valise. Ça avait l'air d'un site de guerre. Je te le dis, là, c'était quelque chose, la tempête de verglas de 98. Et on est arrivé chez lui... Et tu rentrais par le salon, et dans le salon, il y avait une table à café, puis il y avait toute la littérature AA. Parce que lui, il savait que j'avais un problème avec l'alcool, comprends-tu? J'ai dit, c'est quoi ça? Mais il dit, Jean-Guy, mon voisin d'en face, il fait les alcooliques anonymes, puis il dit, moi, je l'accompagne, ben, il boit pas, lui. Il dit, moi, je l'accompagne, puis il dit, ils sont vraiment smart, puis hey, j'ai dit, toi, là, avec tes alcooliques anonymes. Je sais pas, c'est juste le mot alcoolique, là, tu comprends, qui m'a fait là, reculer. Là. Je veux rien savoir. J'ai pas voulu lire, j'ai pas voulu... J'en avais déjà entendu parler, mais je connaissais pas ça. Puis je connaissais pas personne. Non? C'est en maison de thérapie que j'ai compris là, qu'est-ce que c'était les alcooliques anonymes. On a commencé à parler là, sur les étapes. Puis, et là, j'ai été faire ma première réunion. On nous a demandé de faire la première réunion. Et le monsieur, il m'a dit,
quand ça va arriver à l'accueil du nouveau, lève-toi, puis va prendre ton jeton. Puis j'ai dit OK, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis je connais pas, puis je suis dans la brume, puis je me suis levée, puis j'ai été prendre mon jeton. Puis quand j'ai pris mon jeton, j'ai pris dans mes mains, puis là j'ai compris, j'ai vraiment compris là qu'est-ce qui se passait là. T'sais. J'ai compris aussi c'était quoi le mot engagement. Je m'engageais envers moi-même. J'étais en train de dire à la face du monde que j'étais un alcoolique. Et puis là, c'est là que l'aventure a commencé. Mais là, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette bébite-là? Qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est quoi? Et là, on m'a expliqué que c'était une maladie. Alors, OK, ben c'est quoi la maladie de l'alcoolisme? C'est quoi ça? Puis comment j'ai pogné ça, moi? Ça vient d'où? Fait que je me suis mis à lire toute la littérature en gardant l'esprit ouvert. J'avais beaucoup de difficultés avec Dieu parce que moi, ma mère était très catholique, puis on s'est fait imposer ça dans la famille. Fait que j'avais beaucoup de difficultés avec le mot Dieu. Mais on m'a vite expliqué la puissance supérieure, qu'est-ce qu'était un Dieu tel que tu le conçois. Puis là, quand je suis revenue à Montréal, je me suis trouvé un groupe d'attache et c'est là, pour moi, c'est là que cette puissance supérieure-là, elle s'est révélée à moi. Dans le sens que c'était la puissance du groupe, le groupe. J'étais chez moi avec des gens comme moi qui me comprenaient, qui étaient capables de m'écouter sans jugement, qui vivaient les mêmes choses que moi. Puis on se donnait des suggestions un à l'autre. C'est comme ça, moi, que je me suis rétablie de l'alcoolisme. Guylaine? Oui. C'est super intéressant. Je suis vraiment impressionnée par ton parcours, la rencontre avec Alcooliques Anonymes, la rencontre avec soi. Hein? Si tu veux, on va faire une courte pause, puis on va revenir tout de suite après avec la suite de ton partage. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici Danielle, votre animatrice. Je suis en compagnie de Guylaine qui nous offre si généreusement son partage dans le cadre de l'émission Un jour à la fois. Guylaine a choisi un court texte tiré des réflexions quotidiennes des AA. C'est un texte qui est à la page 105. C'est le texte du 6 avril et le titre du texte, c'est « Un long travail ». Alors, je vais vous en faire la lecture. Nous vivions des difficultés dans nos relations personnelles. Nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité. Nous étions en proie à la tristesse morbide, à la dépression. Nous étions incapables de gagner notre vie. Nous ne trouvions aucun but à l'existence. Nous étions habités par la crainte. Nous étions malheureux. Nous ne croyions pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Les Alcooliques Anonymes, page 59. Ces paroles me rappellent que j'ai d'autres problèmes que l'alcool, que l'alcoolisme n'est qu'un symptôme d'une maladie plus envahissante. En arrêtant de boire, j'ai entrepris un travail qui m'occupera toute ma vie, celui de me sortir de mes émotions désordonnées, de mes relations personnelles ardues et des situations impossibles. C'est un travail trop ardu pour que la plupart puissent l'accomplir sans l'aide d'une puissance supérieure et de nos amis dans le mouvement. Quand j'ai commencé à mettre en pratique le programme des AA, plusieurs fils enchevêtrés se sont dénoués et petit à petit, les morceaux de ma vie les plus éparpillés se sont remis en place. Un jour à la fois, presque imperceptiblement, mes blessures se sont cicatrisées. Mes peurs ont diminué comme un thermostat que l'on baisse. J'ai commencé à connaître des moments de contentement. Mes émotions sont devenues moins versatiles. Je fais maintenant à nouveau partie de la famille humaine. Merci beaucoup pour ce beau texte, Guylaine. Alors tu peux, écoute, moi je t'écoute c'est pour la suite de ton beau partage. Mais j'ai choisi cette page-là parce que je la lis souvent.
pour me rappeler d'où je viens. Au début, je la lisais souvent aussi parce que c'est beaucoup de choses, la maladie de l'alcoolisme. On dit d'en haut que c'est la maladie des émotions. Dans les années 80, dans les années 70-80, on parlait de maladie mentale. Aujourd'hui, on s'est adouci. On parle de santé mentale. Moi, j'aime bien parler de santé émotionnelle. Parce que moi, je disais au début, c'est un bas fond émotionnel que j'ai fait. Je buvais, là, puis je faisais des blackouts, là, puis... Non, ça paraissait là que j'avais un problème avec l'alcool. Sauf que c'est vraiment... j'avais tellement besoin de parler que j'en avais mal à la gorge. Ça voulait sortir, mais ça pouvait pas sortir. Puis mon dernier verre de vin, je pouvais pas l'avaler. Je pouvais pas avaler parce que ma gorge était trop serrée. Puis moi, je dis que j'ai fait un bas fond émotionnel. J'ai fait un bas fond d'alcool, mais ça a été un bas fond émotionnel. Et ça m'a pris du temps pour comprendre d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, puis pourquoi j'ai tant bu, j'ai tant fui, parce que j'ai fait de la drogue aussi là. Et pourquoi j'ai tant fui ce mal de vivre là que j'avais à l'intérieur de moi, puis que je pouvais pas mettre des mots dessus parce que j'avais pas appris grand-chose dans ma jeunesse quand j'étais petite. Alors je pouvais pas nommer mes émotions, je les connaissais pas mes émotions, et puis c'était tout embouteillé en dedans. Fait que quand j'étais en thérapie, on était une quinzaine en thérapie et un jour, ils nous avaient séparés, les hommes et les femmes. On était dans une pièce et on était assis en indien à terre et ça faisait 10 jours. On était au 10e jour. Mais avant ça, quand on était en thérapie, ils nous faisaient parler de nos émotions. Puis les gens à la table, tout autour de la table, ils disaient « j'ai une boule qui monte, j'ai des émotions. » Puis là, moi, je disais « de qu'est-ce qu'ils parlent? » J'en avais pas de boule, moi. J'étais une boule. Comment dire? Puis ça m'a pris 10 jours. C'est quand on était assis en indien, là, toutes les femmes, là, on était 6 femmes, je pense, assis en indien. Et il y avait 3 autochtones. Et on parlait on s'ouvrait, entre femmes, on s'ouvrait. Et là, j'entendais des histoires. Puis il y a des histoires que j'ai entendues qui a réveillé quelque chose en moi, là. Puis ça, c'est comme si le couvert avait levé, là. Puis j'ai pleuré, là, pendant 3 jours. Puis là, c'était des émotions, mais c'était tout azimut, là. Tu sais, là, ça partait de tous les côtés. Puis j'étais contente que j'étais en maison de thérapie parce que j'étais encadrée, tu sais. J'avais j'avais des gens pour m'écouter. Puis moi, c'est ça qui a été mon cheminement après, avec les étapes. Tu sais, là, c'était pas, j'ai pas eu après la première réunion, là, je m'en étais dans ma chambre. Moi, là, quand j'ai rentré dans la salle de réunion, là, je vous le dis, mon ego, il passait pas dans la porte. Mon Dieu. Il y avait un monsieur au café, là, j'ai dit, que c'est ça, tu sais. Puis quand on dirait que j'ai laissé mon ego dans la salle, parce que quand j'ai sorti de la salle de réunion, là, j'ai compris, là, j'avais mon jeton dans mes mains, là, tout a tombé. Puis là, je me suis mis à pleurer, là. Je venais de lâcher les armes. Puis je m'en étais dans ma chambre, puis là, je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé à l'univers de m'aider, parce que moi, je pourrais pas faire ça toute seule. Puis le lendemain matin, je me suis levée, puis mon pyjama était tout trempe, puis j'ai jamais eu soif après. Là. Je peux pas expliquer ça, là. Mais j'ai jamais eu d'obsession, j'ai jamais eu soif. Puis, moi, c'était le côté émotionnel. Tu sais, alcoolique, les 12 étapes, là. La première étape dit, là, nous avons admis que nous étions alcooliques et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Ben, moi, ça n'a pas été difficile d'admettre. Ça n'a pas été difficile. Je savais depuis que j'avais l'âge de 19 ans que j'avais un problème. Mais c'est d'accepter. Puis de dire que
premièrement, la maîtrise de ma vie. J'avais pas perdu la maîtrise de ma vie, moi. J'avais pas perdu ma job. J'avais pas perdu mon mari. J'avais pas perdu mes enfants. Ben, j'avais pas perdu mes enfants, j'avais pas perdu de mari parce que j'en avais pas. Parce que j'étais trop occupée à boire. Et que j'avais encore ma job, puis c'était pas ça, là, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps pour accepter. Mais quand j'ai compris la maladie, là, non, j'ai dit, va falloir que je change ma vie. Moi, je boirai plus. Mais j'ai aussi, quand j'ai compris la maladie, j'ai compris aussi les gens dans mon entourage, les comportements des gens dans mon entourage. Puis ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup en les comprenant eux autres, à faire les pardons, puis à accepter. Mais ça, c'était la première étape. Ça m'a pris une grosse année là, pour dire que j'acceptais. Là. Ensuite de ça, la deuxième étape, ben, comme j'étais catholique, moi, ben, j'avais pas besoin de la deuxième étape parce que je passais tout de suite à la troisième étape. Fait que j'étais dans le champ. Là. Ça m'a pris 2 ans là, avant de comprendre là, la deuxième étape. Et puis la troisième étape, ben, c'était assez facile parce que moi, j'ai la foi. J'ai toujours eu. Puis j'avais compris que la puissance supérieure, c'était la force du groupe. Pour moi, c'était la force du groupe. Puis je la retrouvais là. Puis j'en avais besoin. J'avais besoin de faire des réunions. Puis j'en faisais à tous les jours. Puis j'avais besoin d'aller rencontrer mon monde. Puis juste partager. Puis c'est pas compliqué là. C'est pas compliqué de faire une réunion. Tu sais. Puis je me sentais accueillie. J'ai tellement été bien accueillie moi là. Les gens me disaient oui Guylaine, oui Guylaine. Je serais peut-être dans les mêmes affaires. Puis mais les gens étaient là, ils étaient patients, ils m'écoutaient. Puis on crée des liens forts. Et puis c'est comme ça moi que je me suis reconstruite. Alors moi la force du groupe là c'était ça ma puissance supérieure. Puis après ça j'ai commencé à faire les étapes, ce qu'on nous demandait de faire. T'sais. Puis en faisant la 4e étape, la 5e étape, j'ai dégagé des choses. Puis là j'ai compris que fallait que je déconstruise mes anciennes croyances. Fallait que je déconstruise ça. Puis fallait que je m'en construise des nouvelles, mais pour moi. Il fallait que je prenne soin de moi. Puis c'était ma responsabilité. Puis j'ai fait ça avec les membres, avec plusieurs réunions, dans plusieurs mois, puis plusieurs années. Puis aujourd'hui là, ça va bien. J'écoutais des partages récemment comment on peut se relever. Moi, je trouvais que les 12 étapes, c'est comme pour moi là. Moi, j'étais comme une algue dans le fond de l'océan. Parce que l'océan, c'est les émotions. Alors moi là, je m'en allais comme ça. J'étais comme une algue dans l'océan. Mais avec les 12 étapes, ça m'a donné comme un tuteur, quelque chose pour me redresser. Que j'ai mis les 12 étapes dans tous les domaines de ma vie. Puis ma marraine elle m'avait dit, parce qu'on nous suggère de prendre une marraine, puis moi, j'avais encore un petit peu d'ego quand j'arrivais dans le mouvement, parce que ça m'a pris 1 an pour me trouver une marraine, quelqu'un à ma hauteur. Là. Elle était pas mal flyée. Puis elle m'avait dit, Guylaine, les 12 étapes, c'est pour apprendre à vivre avec toi-même. Puis les 12 traditions, c'est pour apprendre à vivre avec les autres. Puis j'ai mis ça en pratique. Puis j'ai mis les 12 étapes, les 12 traditions dans tous les domaines de ma vie. Puis je le fais toujours, là, parce que c'est un mode de vie, là. C'est pour la vie, là. C'est pas quelque chose, là, qui se termine, là, après que tu l'as fait une fois, là, puis c'est pas quelque chose... Très intéressant. Écoute, j'aime beaucoup le bas fond émotionnel versus le bas fond de l'alcool aussi, puis se reconstruire après tout ça. Hein? C'est un beau cheminement. Je te remercie beaucoup d'être là. Si tu veux bien, on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne, mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler,
je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici votre animatrice Danielle, en compagnie de notre invitée Guylaine, qui est ici pour nous raconter son parcours dans Alcooliques Anonymes dans le cadre de l'émission Un jour à la fois. Donc, notre site Internet, justement, Un jour à la fois, émission.org, vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires à faire ou des suggestions, et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage, oui, en studio, ou encore vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit, bien évidemment. Donc, on poursuit le beau partage de Guylaine. Guylaine, on t'écoute. OK. J'étais dans les étapes. Quand j'ai fait ma 4e étape, il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, et j'étais voir des gens pour faire des amendes honorables que la 9e étape nous demande, et la première personne que je suis allée voir, c'est mon ex. J'ai pris mon jeton de 2 ans et je l'ai apporté avec moi. Puis on s'est rencontrés dans un petit café, puis ça a été extraordinaire la rencontre. Vraiment là, on a pu se parler, puis se mettre à jour dans nos sentiments, et ça a été un beau cadeau, parce que la séparation avait été un peu houleuse. Puis le bienfait des amendes honorables, de reconnaître là, les choses, ça m'a fait un grand bien. Ça m'a libéré. Ça non seulement j'ai pu, avec l'étape 4 et l'étape 5, de regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui brassait, qu'est-ce qui allait là-dedans. Non seulement j'ai pu tout sortir, regarder, et aller après ça examiner tout ça, puis aller faire des amendes honorables aux gens. Ça a été une grande libération pour moi. Et c'est peut-être ça qui a fait que cette libération-là, que j'avais plus besoin de fuir, j'avais plus besoin parce que quand j'arrêtais de boire, moi, en thérapie, je fumais. Puis je fumais pas beaucoup, je fumais un demi-paquet par jour, mais quand je buvais, je fumais un paquet ou un paquet et demi, là. Puis quand j'arrêtais de boire en maison de thérapie, ben ma consommation de cigarettes a augmenté. Alors et là je me suis vite aperçu que c'était comme un transfert. J'avais besoin de quelque chose, et puis quand j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à manger. Je transférais encore. Puis là, avec les étapes 4 et 5, parce que je vous dis que je l'ai fait plusieurs fois, là, l'étape 4 et 5, c'est ce nettoyage-là qui a fait que j'avais moins besoin de fuir. Puis ça s'est calmé. Ça s'est calmé tout ça, là. Fait que l'alcool, maintenant, c'est juste pas pour moi. Je suis capable d'avoir de l'alcool dans mon frigidaire, puis c'est juste pas pour moi. C'est quelque chose que... Non. Puis j'ai beaucoup moins besoin de fuir parce que, justement, j'ai fait ce nettoyage-là. Puis...
ensuite de ça, la 11e étape, c'est sûr qu'il y a la 6, 7, 8, 9. Ça, c'est toutes des étapes là, de nettoyage. Là. Puis moi, je dis que la 10, 11, 12, là, c'est des étapes de maintien. Hein? Notre inventaire quotidien. La 11e étape, c'est la méditation. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à développer cette partie-là de moi, ma partie spirituelle de moi, puis qui m'a aidé à tout reconnecter, remplir, qui m'a aidé à retrouver la petite Guylaine. Et puis la 12e étape, ça c'est de remettre. Les premières années que j'étais dans le mouvement, j'ai pris. J'allais dans les salles de meeting, je m'assisais, j'écoutais les gens parler, je prenais des suggestions des gens. J'ai beaucoup pris, on m'a beaucoup aimé et j'ai pris. Et au fil des ans, je me suis renforcée. Et aujourd'hui, je suis prête à redonner. Quelque chose qui m'avait marqué, quand j'avais 2 ans dans le mouvement, on m'avait invité à aller partager dans une école. Et puis moi, en 10e année, je suis assis à terre, sur le bord du mur avec une gang, on est toutes gelées, là, on a toutes fumé du pot, on est toutes gelées. J'ai pas d'allure. Puis j'ai 2 ans dans le mouvement, puis il y a quelqu'un de l'information publique qui m'a dit « Viendras-tu partager à l'école secondaire? » Et quand je suis allée partager, il s'est passé quelque chose, là, parce que j'aurais aimé ça, moi, que quelqu'un de Alcoolique Anonyme vienne me parler quand j'avais 16 ans dans une classe. J'aurais aimé ça. Puis, là, je leur racontais mon histoire, mais vite, là. Mais j'ai plutôt raconté mon épisode quand j'étais au secondaire. Puis, et les jeunes, ils sont venus me voir. Puis, il y a des gens qui me posaient des questions là, pertinentes, là, tu sais, qui avaient déjà là du questionnement sur leur consommation. Puis, pour moi, là, ça a été... pour moi, il s'était passé quelque chose, là. Fait que aujourd'hui, je veux redonner. Je veux faire la 12e étape. La 12e étape, là, nous avons transmis le message. C'est ça que je veux faire parce que j'ai tellement été bien accueillie dans le mouvement. J'ai tellement reçu d'accueil, d'amour que c'est mon tour. C'est mon tour à dire aux gens, ça marche, Alcoolique Anonyme. C'est gratuit. C'est pas une secte. C'est pas une religion. C'est rien du tout de ça. C'est des êtres humains qui se rencontrent, qui fraternisent. C'est la force du groupe, c'est l'amour qu'il y a dans le groupe qui fait que on peut se rétablir, puis on peut avoir une belle vie sans alcool, sans dépendance. Ça se fait. Puis c'est extraordinaire parce que c'est gratuit, parce qu'il y en a partout. Moi, j'ai plus le sentiment d'être seule, parce que j'étais seule avec ma bouteille, parce que je me cachais à la maison. Je me cachais à la maison pour boire, parce que... Et là, n'importe où ce que je vais, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle province, il y a des réunions des Alcooliques Anonymes. Puis tu rentres dans une salle de réunion, puis c'est comme si que ça faisait 10 ans que tu faisais partie du groupe. Les gens t'accueillent, les gens te parlent, puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On se fait des amis, mais des amis... il y a des amis proches. J'ai vu des gens devenir en couple. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais j'ai vu des couples se former. Puis ça, c'est vraiment bien. Mais c'est ça, les 12 traditions. Les 12 traditions des Alcooliques Anonymes. C'est vraiment là. Ensuite de ça, c'est ça. Je suis partie...
j'étais à Ottawa, puis je suis partie au Nouveau-Brunswick. Et j'ai fait des réunions là aussi. Et récemment, je suis revenue à Montréal. Et là, je viens de prendre ma retraite. Alors, j'ai plus de temps pour moi. Fait que mon temps, ça va être pour transmettre le message. Je me disais, je me suis longtemps demandé, parce que moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis, je trouvais ça génial que un jeune savait qu'elle allait être médecin ou elle allait être dentiste. Ou, moi, je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Puis, toute ma vie, je me demandais, c'est quoi ma mission dans ma vie? C'est quoi ma mission dans ma vie? T'sais? Puis, je pense que ça m'est arrivé pour ça. Moi, je pense profondément que ça m'est arrivé pour ça. Parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça s'accélérait, mon alcoolisme. Là. Puis je me disais, coudonc, tu sais, là, j'avais pas soif, puis je buvais, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Pour moi, là, j'ai trouvé où était ma mission. Puis c'est transmettre le message des alcooliques anonymes. Il y a plusieurs façons de parler, de faire des actions pour les alcooliques anonymes, partager. Il y a plusieurs façons de le faire. Et moi, je veux être là. On dit, si quelqu'un quelque part tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Ben moi, je prends ça au sérieux parce qu'il y avait des gens là quand j'ai arrivé. Il y avait des gens là, des gens qui avaient une belle sobriété, des gens qui écoutaient, puis ils étaient là, eux. Alors, c'est à mon tour maintenant. Que c'est touchant tout ça, 12e étape, l'importance de transmettre le message, puis avoir la chance aussi de rencontrer des jeunes de 16 ans pour leur transmettre le message des alcooliques anonymes. Merci beaucoup, Guylaine. C'est pas terminé. On continue tout de suite après la pause. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici Daniel, votre animatrice en compagnie. Ici Daniel, votre animatrice en compagnie de Guylaine, l'invitée du jour, dans le cadre de l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA. Ou, si vous préférez, le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Ben voilà, Guylaine, c'est le dernier segment. Alors, j'ai hâte d'entendre la suite et on t'écoute. OK. Ben, je vais parler de mes quelques dernières années. Je suis revenue à Montréal. Comme je vous disais, moi, la 12e étape, c'est important pour moi. Puis, comme j'arrivais près de ma retraite, je voulais m'impliquer dans les alcooliques anonymes. Et les alcooliques anonymes, c'est très anonyme. C'est tellement anonyme qu'il y a des gens qui nous disent qu'on est invisible. Parce que c'est anonyme. Moi, je connaissais pas ça tant que mon copain m'avait pas montré les brochures sur sa table à café. Je n'avais jamais entendu parler. Puis quand j'ai commencé à faire le mouvement, à aller à des réunions, les enseignes étaient petites sur les portes pour entrer dans une salle. Alors ils sont très discrets. Alors c'est pas connu, alcoolique anonyme. Un jour, j'étais assis avec quelqu'un au lunch, puis j'ai dit, moi j'aimerais ça m'impliquer parce que je m'étais souvenu de le partage que j'avais fait à l'école secondaire. J'ai dit, j'aimerais ça m'impliquer à l'information publique.
Et le monsieur, il a dit oui. Et j'ai commencé à faire de l'information publique. C'est simple. Je dis aux gens que je suis bénévole chez les Alcooliques Anonymes et je vais déposer des brochures dans des endroits publics comme les pharmacies, les cliniques médicales, les résidences pour personnes âgées, partout où je peux déposer de l'information, je vais déposer de l'information. Et là, j'ai joint un comité, puis là, le comité de l'information publique nous demande si on peut d'organiser des conférences pour faire un exposé sur les Alcooliques Anonymes. Puis si on peut faire participer à des kiosques dans des événements. Au mois de mars, un collège dans l'ouest de la ville de Montréal tenait une journée, ça s'appelait le Salon des ressources jeunesse. Alors, il y avait 22 exposants et nous, on était là. Et les jeunes venaient à la table poser des questions. J'ai vraiment aimé mon expérience, là. Les jeunes de 15-16 ans qui venaient poser des questions, savoir quel service qu'on offrait, c'était quoi les Alcooliques Anonymes. Et c'était très bien. Puis ensuite de ça, j'ai organisé une présentation sur Zoom pour la Maison des femmes sourdes de Montréal. Et j'avais quelqu'un qui expliquait c'était quoi les Alcooliques Anonymes. Puis j'avais une dame sourde qui partageait. On avait un interprète. Et j'avais invité une dame de Al-Anon pour expliquer qu'est-ce qu'était Al-Anon, parce que il y a plusieurs personnes qui ont un alcoolique dans leur entourage avec Al-Anon. C'est pour accompagner les gens qui ont un alcoolique dans leur entourage. La première réunion, on était 15, hein? Et la deuxième, parce qu'il y en a eu 2 dans la journée, la deuxième, on était 30. Puis les gens avaient beaucoup de questions, avaient beaucoup d'intérêt. Ça, c'est l'information publique. Transmettre le message à l'extérieur des salles de réunion, de quelque façon que ce soit aider à faire connaître le mouvement, expliquer qu'est-ce qu'est Alcooliques Anonymes. On a un comité de l'information publique, mais on a aussi un comité qui s'occupe plus des services aux professionnels, qui vont aller donner des conférences, des présentations dans des entreprises. Ça peut être le milieu médical, ça peut être le milieu policier ou tout ce qui est professionnel. On a un comité spécial pour ça. Puis nous, à l'information publique, c'est plutôt les gens. Comme là, présentement, on a des gens dans les groupes. On a des gens qui font partie d'Alcooliques Anonymes qui viennent nous donner un coup de main pour livrer les brochures, pour mettre l'information. On a aussi ici la radio, hein. On a le podcast, là. Puis je pense que c'est bilingue, hein. Je pense qu'il y a des partages anglais là-dessus. C'est gros, là. C'est beaucoup. Tout ce qui est publicité, là, tout ce qu'on peut faire avec nos moyens, tu sais, de la publicité. Et puis moi, mais vraiment là, ça m'aide énormément. Premièrement, je me sens utile. Je me sens utile. Deuxièmement, je peux mettre les 12 traditions en pratique. C'est quotidien. Puis c'est extraordinaire. Puis c'est du bénévolat. Tu sais, je veux dire, il y a pas plus de job payante sur la terre que le bénévolat. C'est incroyable, là. Faire du bénévolat, là, c'est bon. C'est bon pour soi, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour tout. Et tu reçois plus que ce que tu donnes. Je veux dire, c'est extraordinaire. Puis j'ai la chance de le faire avec Alcooliques Anonymes parce que moi, Alcooliques Anonymes, au début, je disais, ça m'a redonné une vie. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a redonné une vie. Mais après, je me suis rendu compte que ça m'a pas redonné une vie, mais
ma vie a commencé là. Tout a commencé là, dans le cheminement avec les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Jamais j'aurais cru ça, jamais que un mal aussi fort pouvait me rendre aussi bien. C'est dur à expliquer, mais moi je disais tout le temps, la vie commence à 40 ans. J'avais 25 ans, puis je prenais un verre sur la terrasse, puis je levais mon verre, puis je disais, la vie commence à 40 ans. En attendant, on se pratique. J'ai rentré dans le mouvement, j'avais 39 ans. Puis j'ai fêté mes 40 ans avec un verre d'eau. Mais la vie a vraiment commencé à 40 ans. Mais pour moi, c'est là que ça a commencé. C'est avec le mouvement des Alcooliques Anonymes que je me suis révélée, que je suis née. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis j'aimerais avoir la possibilité de donner ça aux autres, de donner le goût aux autres, de connaître ça, juste un petit peu, d'y toucher, juste un petit peu. Parce que les 12 étapes, c'est très simple, mais ça change une vie. Ça change tout. Tout se passe à l'intérieur. Et puis, quand ta maison est en ordre, tout est bien. Tout coule de source. Et moi, j'ai découvert que j'avais un grand désordre à l'intérieur. J'avais un grand vide, puis j'avais un grand désordre. Puis j'ai appris, j'ai commencé par comprendre qu'est-ce que c'était. Puis après ça, j'ai appris à m'en défaire, puis à refaire. Puis j'aimerais que les gens touchent à ça un peu. Moi, on me disait, fais un mois, là, puis tu décideras après, là, tu sais. Moi, j'aurais le goût de dire aux gens, fais un an, là, puis tu décideras après. Parce que quand tu touches à ce bonheur-là, à ce bien-être-là, tu veux plus retourner en arrière. Fait que moi, avec l'information publique, c'est d'en parler aux gens. J'ai plus de comment je dirais ça, là. Tu sais, au début, là, je voulais pas que personne sache que j'étais membre des Alcooliques Anonymes. Mais j'ai plus d'inhibition. J'ai plus ça, là. J'ai plus ça me dérange pas. Puis si je peux aider quelqu'un, puis ça me dérange pas de dire à quelqu'un que je connais peu que je suis membre des Alcooliques Anonymes, parce que si je le dis à cette personne-là, peut-être que cette personne-là connaît quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Je vais luncher avec ma chum. Ma chum, elle me dit que son ami est venu lui parler, puis que elle pense qu'elle a un problème d'alcool. J'ai dit, donne-lui mon numéro de téléphone. Puis j'ai jamais parlé d'alcoolisme avec ma chum. Ça n'a pas donné. Là. Mais j'ai donné mon numéro de téléphone. Là. Moi, je suis membre des Alcooliques Anonymes, puis je vais être capable de l'écouter. Puis cette dame-là, elle m'a appelé. T'sais. Fait que dans ce sens-là, moi, j'ai pas de misère à donner mon nom, puis mon numéro de téléphone. S'il y a quelqu'un là qui veut partager avec moi, là, je suis là pour l'écouter, puis si je peux l'intéresser, ça serait extraordinaire. Fait que voilà, c'est ça. Guylaine, quel beau cheminement, quelle générosité. T'es généreuse, premièrement, d'être venue ici nous raconter ton beau cheminement à l'émission Un jour à la fois. Mais t'es généreuse aussi dans la pratique de ton mode de vie, hein. Tu veux redonner, puis ça, on l'apprécie. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup que tu sois venue partager aujourd'hui. Un grand merci. Je tiens à remercier aussi tous les participants à l'émission, donc toi, Guylaine, et les auditeurs qui nous écoutent, évidemment, et toute l'équipe. Ici votre animatrice Danielle qui vous invite à une prochaine émission Un jour à la fois. À bientôt!